Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour le bilan de ma Winterpal 2025-2026. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle. Donc en gros, à chaque début de saison, je galère à l'articuler cette phrase mais voilà, je choisis 4 livres et une BD. Il y a des thématiques, des catégories, etc. etc. Et en gros, c'est mon challenge à moi pour la saison. Je fais beaucoup de challenges toute l'année. Le Cold Winter, le Pumpkin, le mois de la fantaisie, etc. etc. Et il y a des livres que je ne prends pas le temps de lire parce qu'en fait j'aime bien mettre un livre par catégorie de chaque challenge que je fais. Le Pumpkin c'est encore autre chose. Et du coup il y a parfois des gros livres que je mets pas dans les catégories, ou parfois des livres pas si gros que ça mais que je vais pas prendre le temps de lire parce que j'ai un livre jeunesse ou une romance ou un Agatha Christie qui fait 200 pages et qui rentre dans la catégorie et qui sera lu plus vite, voyez. Et donc ces pales de saison, au fil du temps, c'est devenu un petit peu mon challenge à moi pour y mettre les livres que je ne prends pas le temps de lire dans les challenges à côté. C'est un peu paradoxal parce que du coup ça me rajoute des livres par rapport au challenge, mais force est de constater que ça marche plutôt bien. J'ai eu quelques années où j'avais des bilans de saison catastrophiques, où j'ai abandonné les 4 livres et j'en avais marre, ça me saoulait. Et là, franchement, j'ai lu entièrement les 4 livres. Alors, je les ai pas tous autant aimés les uns que les autres, mais franchement, on est sur une bonne saison, on est sur un bon bilan. Je vais d'abord commencer par le graphique parce que, pour être honnête, à l'heure où je filme cette vidéo, j'ai lu ce graphique hier, donc il est logiquement sur le dessus de la pile. Le graphique, c'était Les Sœurs Grimillet, le tome 6, La Villa des Mystères de Di Gregorio et Barbucci. Et je suis en train de me demander si je vais mettre un graphique réellement dans ma palle du printemps. Du coup, donc en fait, là pour vous, vous avez le bilan de la palle de l'hiver. La prochaine vidéo, normalement, je croise les doigts, mais ce sera la réorganisation de mes bibliothèques. Là, elle est en mode hivernal, la bibliothèque, avec beaucoup de bleu, beaucoup de blanc, beaucoup de gris, un peu de noir. Je vais la passer en mode printemps avec un peu plus de couleurs normalement, ce que vous verrez dans la prochaine vidéo. Et dans une semaine pour vous, vous aurez ma palle du printemps, ma spring pal. Je sais pas pourquoi je les ai nommés en français, en anglais. Écoutez, bref. Et je sais pas si je mettrai une BD dans ma palle du printemps. Parce que le truc c'est que si je mets une BD par palle de saison, c'est pour avancer dans mes BD à moi qui sont dans ma palle à moi. Je lis beaucoup de BD mais j'en emprunte énormément à la bibliothèque et donc du coup je m'étais rendu compte que celles qui sont à moi, bah je les laisse de côté. Le problème c'est que là aujourd'hui j'en ai plus beaucoup dans ma palle des BD, je n'en achète quasiment plus, donc je ne sais pas. Mais bref, en tout cas pour l'hiver j'ai lu Les Sœurs Grémillet, le tome 6 et franchement j'ai bien aimé. Donc dans cette saga on suit 3 sœurs, ce que je trouve très cool et très fun puisque j'ai moi-même 2 sœurs. Je sais plus à laquelle je m'identifie le plus, peut-être à la plus grande. Celle du milieu a tendance à faire beaucoup de bêtises. Moi dans la vraie vie je suis celle du milieu mais bref. Et donc là en fait les 3 jeunes filles, notamment celle du milieu, rentrent dans l'adolescence et ne sont pas d'accord avec leur mère. Leur père fait pas vraiment partie du paysage et donc en gros là on est au mois de juin, au début des vacances scolaires, et ils sont partis sur une espèce d'île, donc la mère et les trois jeunes filles, pour assister à un mariage d'une amie de la mère, sauf que ça plaît pas du tout aux ados de se retrouver sur cette île-là, notamment celle du milieu fait un scandale en mode on est vraiment dans l'archétype de genre dans l'ado typique, vraiment tu connais pas ma vie, tu gâches ma vie, tu décides de tout, je décide de rien, t'es ma mère mais t'es une dictatrice, enfin voilà, le discours classique de l'ado. Et puis ensuite, nos jeunes filles vont se retrouver donc dans cette espèce de manoir château. Vraiment, la maison est immense. Il faudrait que je retrouve la planche. Voilà, ça c'est la maison de la femme qui se marie. Donc, mariage auquel ils sont invités, tu vois. Et donc, elles se retrouvent dans cet immense manoir, maison, château. Et elles vont trouver des morceaux de puzzle, littéralement, et elles vont décider d'en faire une quête. Alors évidemment il y a pas mal de tensions entre les sœurs, donc elles sont pas toutes les 3 ensemble à chercher, il y a deux clans on va dire. Et donc voilà, elles cherchent les puzzles, qui les a mis là, qu'est-ce que c'est que cette quête, qu'est-ce que c'est que ce truc, c'est très bizarre. Et sur les pièces, il y a des phrases décrites qui apportent une réflexion sur leur vie, leurs sentiments, leurs réactions. Et franchement, j'ai trouvé ça très cool. À la fin du tome, on sait qui a fait ça, pourquoi. Et franchement, j'ai trouvé ça génial. La réflexion principale ici du tome, je dirais que c'est la famille. Évidemment, c'est pas toujours évident. Et en fait,
plus t'as d'enfants et plus c'est difficile de satisfaire tes enfants en même temps. J'entends par là par exemple que, je prends un exemple classique, si tu emmènes tes enfants à Disney, bah, il y en a peut-être au moins un qui sera pas content. Parce qu'il aime pas Disney, parce qu'il veut pas y aller, parce qu'il pleut, parce qu'il fait froid, parce qu'il aurait préféré rester jouer au foot avec ses copains, ou aller faire du shopping, ou j'en sais rien, tu vois. Donc c'est très difficile d'avoir tous ces enfants contents en même temps, genre vraiment c'est très compliqué. Mais voilà, la thématique ici principalement c'est vraiment la famille, les liens familiaux que tu as. Et parfois, même si tu détestes tes parents ou tes sœurs, et ben c'est pas vraiment vrai. Franchement j'ai bien aimé, mais j'ai le tome 7 dans ma palle. J'avais dit que peut-être je lirais en même temps et finalement je l'ai pas lu. Mais j'aime bien cette saga malgré tout. Et maintenant on passe au livre et je vous les présente de celui que j'ai le moins aimé des quatre à celui que j'ai adoré parmi les quatre. J'ai bien aimé mais en fait je m'attendais à plus. Donc le livre en question c'est Apollodore et les trois fantômes de Frédéric Chevaux, illustré par Gabriel Berger, et il était dans la catégorie auteur ou autrice jamais lu parce que dans ma palle, et quand je fais une palle pour un challenge, j'ai tendance à aller vers des suites de sagas, vers des auteurs ou des autrices que je connais. Et bah du coup les auteurs et les autrices que je connais pas, bah ça traîne un peu plus. Donc c'est pour ça qu'il est là. Et franchement, j'avais de grandes attentes pour ce livre-là. Derrière, on a un cimetière, Apollodore et les trois fantômes. Ça se passe dans les années... Voilà, ça se passe en 1929, le 31 décembre 1929 à Paris. Voilà. Celui-ci aussi, je vous l'ai présenté dans le challenge de 10 jours 10 livres de début janvier, il me semble, puisque je l'ai lu le 1er janvier. J'étais un tout petit peu décalée, mais bref. Et en gros, on suit Apollodore qui vit dans une espèce de vieil hôtel réputé maudit. C'est pas hanté, c'est carrément maudit de mémoire. Et donc, personne veut aller là-bas. Tout le monde trouve que c'est bizarre de vivre dans cet hôtel, etc., etc. Apollodore est orphelin. Il s'est un peu échappé de l'orphelinat, il me semble. Et donc, en gros, il se débrouille à vivre tout seul dans le Paris des années 1920. Voilà. Et dans cet hôtel, évidemment, il est maudit aussi. Oui, mais il est aussi hanté. Il y a vraiment des fantômes qui vivent là-bas. Ça s'appelle Apollodore et les trois fantômes. Et en fait, notre personnage principal a pour ambition de quitter Paris, de rejoindre les États-Unis avec son meilleur ami. Et donc, en fait, il prépare son sac. Et il va jamais partir. Genre vraiment, le livre se termine, il est toujours à Paris, et il n'y a pas de suite, hein, c'est vraiment juste un one shot. Du coup j'ai pas vraiment compris ce choix de nous dire il veut partir, il veut partir, il va partir, il fait son sac, il va partir, alors qu'en fait, bah, on ne le voit pas partir, on ne le suit pas aux États-Unis. Mais bon, bref. Et donc voilà, on suit Apollodore là-dedans, il fait ses valises, il dit au revoir à tout le monde, etc., etc. Et tu sens bien qu'il rêve quand même au fond de lui, avant de partir, de savoir qui sont ses parents. Pourquoi on l'a abandonné, est-ce que c'est leur choix, est-ce que c'est pas leur choix, qu'est-ce qui leur est arrivé, voilà. C'est un orphelin, donc évidemment il a des questions, il a beaucoup de questions là-dessus, et il cherche quand même, vu qu'il va partir, c'est son ultime chance de savoir ce qui s'est passé, de découvrir qui est sa mère, qui est son père, où ils sont, est-ce qu'il peut les voir, est-ce qu'il peut leur parler, et donc voilà, c'est ça qu'on suit principalement, et au milieu de tout ça, le côté cimetière, le côté fantôme, est un petit peu secondaire dans l'histoire. J'ai bien aimé, franchement j'ai lu le livre jusqu'au bout, j'avais envie de savoir qui étaient ses parents, qui était sa mère, qu'est-ce qui lui est arrivé, etc. etc. Mais j'ai ouvert ce livre pour le côté cimetière, pour le côté ambiance, le côté glauque, le côté fantôme, et c'est pas trop ce que j'y ai trouvé. Ça veut pas dire que l'histoire est pas intéressante, mais c'est pas ce que je m'attendais à trouver en ouvrant ce livre-là. On a quelques illustrations, je vais quand même vous montrer. Voilà, on a ce genre de choses, pardon, ma chaise grince. Mais oui, franchement, voilà, j'ai bien aimé, même si c'est pas vraiment l'ambiance que j'aurais aimé, et j'ai pas compris. En fait, ce truc de je veux partir aux États-Unis, c'est une excuse pour que Apollodore se mette à vraiment chercher qui est sa famille, qui sont ses parents, etc. etc. Mais du coup, est-ce qu'on va avoir une suite avec Apollodore qui est parti aux États-Unis? Je suis un peu restée sur ma faim et je suis un peu restée en mode ça aurait pu être génial et ça ne l'est pas, mais c'est quand même bien. Depuis que je fais ces balles de saison, il y a une catégorie qui est suite de saga. C'était au départ pour m'obliger à avancer dans les sagas. C'est aussi toujours un peu le cas, même si j'ai pas vraiment besoin de ça
pour avancer dedans. J'avance dedans toute l'année, dans ma palle de février c'est visible. Je mets des suites de sagas de moi-même, mais j'ai quand même gardé cette catégorie là parce que il y a des sagas dans lesquelles j'avance moins vite que d'autres et je sais pas, j'aime bien garder cette catégorie là. Bref, donc là j'ai mis le tome 2, il me semble, de 10 minutes, donc de Jean-Christophe Tixier. Ici 10 minutes trop tard, il me semble que c'est le tome 2. Oui, c'est ça, c'est le tome 2. Bref, donc dans le tome 1, on rencontre Tim, il vient de déménager dans une nouvelle maison, un petit peu perdu à la campagne, alors que lui, il vivait à Paris, ou du moins en banlieue parisienne, très proche de la ville. Donc il se retrouve en campagne, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas internet, il n'a pas d'amis, il est tout seul. Et il va se retrouver embarqué dans une espèce d'aventure à la recherche des anciens propriétaires de la maison. Et d'or, on va dire ça comme ça. Franchement, j'ai beaucoup aimé le tome 1. Et ici, on retrouve donc Tim, sa voisine avec qui il a fait connaissance au cours du tome 1, et ses deux meilleurs amis de Paris qui viennent lui rendre visite pour les vacances. Ses amis ne croient pas vraiment à l'aventure qui lui est arrivée dans le tome 1, ils croient qu'il en a rajouté énormément et que la moitié de ce qu'il leur a dit n'est pas vraiment arrivé, alors que si. Et donc Tim et, comment s'appelle-t-elle, Léa, ont décidé de leur concocter une espèce de quête d'aventure rien que pour eux. Il y a un espèce de vieux fort abandonné pas très loin de là où ils habitent et ils y ont caché des bijoux et ils ont mis en place tout un scénario, toute une quête pour que les enfants s'amusent, mais quand même pour faire peur à aux deux amis de Tim. Et donc voilà, c'est ça qu'on va suivre. Et évidemment, il n'y a pas grand chose qui va se passer comme ils l'ont prévu. Et ça va être beaucoup plus flippant que prévu, même pour Tim et Léa, alors que c'est eux qui ont tout organisé. Franchement, j'aime bien, j'ai beaucoup aimé. Ça se lit hyper facilement, c'est hyper fluide à lire. Il y a un rythme vraiment présent, genre t'es pris dans l'histoire. Et même si moi, adulte qui lis de la jeunesse, je sais que ça va bien finir, j'ai ce besoin d'aller au bout du tome pour me dire ok c'est bon, ils vont bien. Vraiment, il y a vraiment ce suspense de ce truc de contre-la-montre avec le titre, mais l'auteur en joue vraiment dans le livre en mode à 10 minutes près c'est la fin du monde, tu vois, enfin vraiment j'aime beaucoup. J'ai beaucoup aimé ce tome 2, je me suis vraiment bien amusée. Je dirais que c'est plus à lire en été, parce que les enfants s'amusent dehors, c'est les vacances d'été. Mais bon, moi j'ai lu ça au mois de décembre et ça m'a pas particulièrement dérangé non plus. A l'inverse, la catégorie suivante, c'est de lire un tome 1 parce que c'est confortable d'avancer dans les sagas. Un tome 2 ou un tome 3, je sais si je vais le lire vite, si je peux le mettre dans une catégorie challenge, etc. Alors que un tome 1, pas vraiment, tu vois. Je ne sais pas. Mais celui-ci, j'avais très envie de le lire. Je vais essayer d'enchaîner avec le tome 2 dans pas longtemps. Peut-être même que vous m'avez déjà vu mettre le tome 2 dans ma palle du mois de mars. C'est possible parce que moi je suis loin de la préparer encore. Je filme cette vidéo à l'avance parce que comme j'ai déjà lu les livres, je peux la filmer. Comme ça c'est fait, vous voyez. Bref, le tome 1 ici, c'était Conte des Royaumes, le tome 1. Poison de Sarah Pinborough. C'est une saga que je veux lire depuis très longtemps, que j'ai galéré à trouver et à acheter. Je peux pas l'expliquer, je voulais lire cette saga depuis des années. Et je suis très contente de l'avoir lu, j'ai beaucoup aimé. Donc ici on est sur une réécriture de Blanche-Neige. Et franchement, c'est extrêmement trash. La deuxième partie, mais alors je l'avais tellement pas vu venir. Et la fin, mais je suis restée sur le cul. Mais genre vraiment... Donc en gros, ici, on va suivre Blanche-Neige, qui a 14 ans, un truc comme ça. Elle vit au château avec son père, sa mère est décédée, son père s'est remarié avec Lilith, une jeune reine à peine plus âgée que Blanche-Neige, qui a beaucoup d'ambition. Elle a décidé que, vu son jeune âge, elle ne pouvait se faire respecter qu'avec la terreur. Genre vraiment, elle veut faire flipper tout le monde pour que tout le monde la respecte. C'est son seul moyen pour qu'on la respecte, donc c'est ce qu'elle fait. Et puis quand le roi part à la guerre, elle se dit c'est mon moment, c'est maintenant, je vais faire régner la terreur et ils vont tous me respecter. Et c'est ce qu'elle fait. Sauf que dans son plan, Blanche-Neige la gêne pas mal. Et donc, vous connaissez tous l'histoire de Blanche-Neige, Lilith va engager un chasseur pour tuer Blanche-Neige.
Et c'est ça qu'on suit. Mais alors vraiment, la première partie, je dirais, est un petit peu lente quand même, le temps que les choses se mettent en place, qu'on te présente bien les personnages, leurs ambitions, etc. etc. Et aussi, Blanche-Neige est loin d'être la petite princesse parfaite et toute fragile, toute mignonne. Elle a quand même un côté combatif, un côté je me laisserai pas faire, que j'ai trouvé intéressant. Mais alors vraiment, cette fin, mais s'il vous plaît, enfin genre... J'étais en mode... En fait, au bout de... Parce qu'il n'est pas très long le livre, hein, il doit faire à peine plus de 200 pages. Et à 50... ouais, il fait 222 pages. Vous voyez, et vraiment, à 150 pages, j'étais en mode, mais comment en si peu de pages ça va se finir? Je comprenais pas comment, avec le petit nombre de pages qui restait, l'autrice allait... oui, je vous ai dit de qui c'est. L'autrice allait pouvoir conclure tout ce qu'elle a construit, tout ce qu'elle a commencé, tout ce qu'elle a mis en place. Et ben c'est tout simplement avec une fin sortie de nulle part, mais pas... comment dire? Je ne l'ai pas vu venir, donc pour moi c'est sorti de nulle part, mais ça reste cohérent avec l'histoire. Enfin vraiment, c'est juste que c'est un énorme coup de poing dans la gueule, en mode bim bim, c'est fini. Et j'étais en mode... Attends, quoi? Vraiment, j'ai beaucoup aimé, franchement j'ai trouvé ça très cool. Charme, je l'ai mis dans l'exposition dans ma bibliothèque, mais... comme je vous ai dit, je vais les vider et les réorganiser autrement, et donc probablement que j'exposerai celui-ci, qui est quand même très beau, pour le printemps, et je vais récupérer Charme, qui est le tome 2, du coup, pour le lire, j'espère prochainement. Et enfin, ma meilleure lecture de cette pâle de saison, c'est Jackaby, le tome 1 de William Ritter. Pour chaque saison, j'ai fait une catégorie de genre, et donc pour l'hiver, c'est Young Adult, sous-entendu Young Adult plutôt SFFF, parce que j'ai du mal à aller vers ce genre de livres et j'en ai beaucoup dans ma palle encore. Voilà. Mais franchement, j'ai adoré ce livre, traîné dans ma palle depuis des années et franchement, j'ai surkiffé. Début mars, je vais me jeter sur le tome 2, il faut absolument que je le trouve d'occasion. Et on est sur un livre où si je le trouve pas d'occasion, je l'achèterai neuf parce que franchement, j'ai trouvé ça trop cool. En gros, on y suit une jeune femme qui s'appelle Abigail, elle a 17 ans, elle est originaire de la banlieue de Londres ou un délire comme ça, et elle décide sur un coup de tête comme ça de se barrer de chez elle et de monter dans un navire et de traverser l'océan pour rejoindre les États-Unis. Elle atterrit dans une petite ville qui s'appelle je sais plus quoi, c'est pas New York évidemment, sinon je m'en serais rappelé, et voilà. Elle atterrit dans cette petite ville là, elle a des vêtements un peu abîmés par le voyage parce que c'est un voyage qui a duré des semaines, des mois, donc évidemment au moment où elle arrive là-bas, tous ces vêtements Pumple Up et tout qu'elle a emmenés, bah, ils sont un peu abîmés, délavés, genre tu vois que bah, elle est un peu dans la rue quoi. Elle décide de faire du porte-à-porte littéralement dans la ville, à tous les magasins possibles pour trouver un job, gagner un petit peu d'argent, de quoi se nourrir, de quoi se loger, de quoi s'acheter une robe, pourquoi pas. Pas de bol, elle trouve pas. Jusqu'à ce qu'elle tombe sur une petite annonce écrite par nul autre que Jackaby. Elle va répondre à cette annonce, se rendre sur place, en fait quand elle arrive sur place, j'essaie de faire un résumé mais c'est très compliqué, quand elle arrive sur place, tu te rends compte que Jackaby c'est pas un personnage basique, c'est un peu un Sherlock Holmes, c'est-à-dire qu'il est dans sa tête, il a ses réflexions à lui, que toi tu vois pas forcément, c'est-à-dire que toi tu peux pas forcément avoir la même réflexion que lui, et donc tu comprends pas pourquoi il en arrive à telle conclusion, pourquoi il met un chapeau alors que on n'a pas dit qu'il allait pleuvoir, mais en fait il va pleuvoir, effectivement il a raison. Vous voyez, c'est ce genre de choses, de personnages un peu loufoques. Et donc quand elle arrive sur place, il est dans son monde. Clairement, il lui répond, il échange un peu avec elle, mais il est dans son monde. Et il va, tout en discutant avec elle, elle va le suivre dans la rue. En fait, il va quitter son logement et marcher dans plusieurs rues. Elle le suit, vraiment. En gros, elle essaye de passer un entretien d'embauche, un peu pour savoir si elle peut travailler avec lui, si la place est toujours libre, combien elle va gagner par semaine, si le logement est compris, etc. etc., etc. Et pendant ce temps-là, il marche à travers la ville, de New, je sais pas quoi là, jusqu'à arriver dans un immeuble. Un immeuble qui est barré, qui est genre, il y a des flics devant, il y a une foule devant, genre tu sens qu'il s'est passé un truc sur place, mais c'est pas trop quoi. Et vraiment tout en discutant avec lui sur son rôle, son rôle dans l'entreprise en fait, qu'est-ce qu'elle va devoir faire, est-ce qu'elle est secrétaire, est-ce qu'elle va devoir écrire, est-ce qu'elle va devoir recopier ses lettres au propre, parce que bah, on est dans les années, je vous ai pas dit, mais on doit être fin 1800.
C'est marqué au tout début. 1892 et elle est à New Fidelham. Fidelham, bref, un truc comme ça. Et donc voilà, ils discutent, vraiment ils échangent sur son rôle, qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle est secrétaire, est-ce qu'elle est assistante, voilà. Et en même temps, ils arrivent sur les lieux d'un crime. Genre vraiment, ils rentrent dans le bâtiment, ils montent les étages, et ils arrivent dans un appartement dans lequel il y a un cadavre étalé au sol. Voilà, Abigail est choquée par ça évidemment, mais elle a ce côté très curieuse. Elle est très très curieuse, elle a envie de savoir, elle a envie de comprendre, et aussi Jacoby l'intrigue, enfin genre vraiment ce qu'il fait pour gagner sa vie, ça l'intrigue de ouf. Et puis aussi, bah, elle n'a pas vraiment trouvé d'autre job, donc en même temps, elle y va, tu vois. Et donc, ils vont enquêter sur cette mort, qui a fait ça, ou plutôt quoi a fait ça, qu'est-ce qui s'est passé. Il faut savoir que la spécialité de Jacoby, c'est d'enquêter sur des faits a priori inexplicables, mais que lui va expliquer. Il y a tout un folklore, on y parle de Banshee, on y parle de léprechaune, enfin vraiment c'est absolument génial. J'ai adoré ce côté un petit peu aventure, personnage complètement barré, complètement loufoque, enquête, et puis cette part de surnaturel qui pour Jacoby est totalement normale. Enfin, en fait, on est dans un monde où pour les flics, les loups-garous, les léprechaunes, les banshees, tout ça, les sirènes, tout ça, ça n'existe pas. Mais pour lui, Jacoby, ça existe, et vraiment, il est dans son monde, il est barré de ouf. Et franchement, j'ai adoré. J'ai trouvé ça absolument génial. Je l'ai lu, j'ai l'impression, très vite. Et franchement, ouais, j'ai passé un super moment. J'ai trouvé ça... ouais, franchement, j'ai adoré. C'est mon premier coup de cœur de l'année 2026, vraiment. Et j'ai hâte de lire la suite. Je vous ai présenté les 4 livres et la BD que j'avais décidé de lire pour l'hiver 2025-2026 et que j'ai lu. Je suis très contente de ce bilan. On est sur un bilan très positif, ce qui n'a pas toujours été le cas avec les pales de saison. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.